Bonjour à tous, on va peut-être commencer avec un peu de retard maintenant. Donc, j'ai le grand honneur de pouvoir présenter aujourd'hui 4 étudiants de l'école du Louvre et 2 coordinateurs, l'une venant des musées, l'autre de l'école, qui ont porté un projet durant leurs études, un projet de commissariat d'exposition. Donc je vais rapidement les présenter, ils vont lever la main quand je dirai leur nom pour que vous les identifiez, même si je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Donc, Mathilde Cando a 24 ans. Vous pouvez, je pense. Elle a suivi tout son cursus d'études en histoire de l'art à l'école du Louvre, le premier cycle et le master 1 de muséologie. Elle est actuellement en master de recherche en muséologie à l'école du Louvre et effectue un mémoire de recherche sur les décors parisiens de la Belle Époque, conservés au musée Carnavalet. En parallèle, elle mène un stage à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en tant qu'assistante de commissariat d'exposition. Thomas Perrier. Suite à son baccalauréat scientifique, il a poursuivi par 1 an de prépa scientifique, puis 1 an de prépa littéraire, avant d'entrer à l'école du Louvre. Il a suivi un parcours complet à l'école du Louvre, 3 ans de premier cycle en spécialité patrimoine et archéologie militaire, et 2 ans en master. Il termine actuellement son parcours médiation. Passionné de culture numérique et de jeux vidéo depuis tout jeune, il mène en parallèle de son parcours à l'école du Louvre, il a développé en parallèle de son parcours à l'école du Louvre des compétences en développement infographie pour pouvoir réaliser des projets de médiation numérique, comme des visites virtuelles, des animations en 3D, des modélisations, des mini-jeux. Valentine Bréjon, 25 ans. Suite à une licence en histoire, elle a fait 5 ans d'enseignement à l'école du Louvre. Elle est actuellement en 2e année de 2e cycle, parcours recherche en histoire de l'art appliquée aux collections, afin de travailler dans le domaine de la conservation et du patrimoine. Elle travaille depuis le Master 1 sur les artistes actifs à Paris dans la première moitié du XXe siècle. Son mémoire cette année porte sur la peintre et cinéaste Laure Garçon. Enfin, Louise Glotz-Chauchois. Suite à un baccalauréat scientifique, elle s'est tournée vers une prépa littérature, option histoire de l'art. Elle a ensuite intégré l'école du Louvre en 3e année de premier cycle et s'est par la suite spécialisée en histoire de l'estampe. Elle a rédigé un mémoire sur les dessins de plafond au XVIIIe siècle. Et je vais terminer par les 2 encadrants de leur projet, qui sont Pauline Fleury, responsable du service des collections au musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis, et Ludovic Raffaelli, responsable du pôle scolarité et handicap, des actions de médiation et des associations étudiantes. Merci beaucoup pour votre présence et merci de nous faire partager votre expérience. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette heure qu'on va passer ensemble à vous présenter le projet d'exposition école que l'on mène cette année au musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis. On va vous proposer une présentation en 3 temps. Je vous présenter déjà pour commencer le dispositif d'exposition école, vraiment la nature du projet, les projets qui ont déjà été menés depuis les débuts en 2018. Ensuite, Pauline Fleury va vous présenter le musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis, les collections, le lieu dans lequel il s'inscrit et vraiment tous les enjeux pour le musée et les équipes d'accueillir un projet participatif, d'accueillir des étudiants en histoire de l'art et en muséologie pour la création d'une exposition sur un temps assez court d'1 an, vous allez le voir. Et enfin, on va laisser surtout la parole aux élèves qui sont devant vous, qui vont présenter à la fois la nature du fond qui a été étudié cette année pour l'exposition, un petit synopsis pour essayer de vous donner envie de venir découvrir l'exposition à partir du 15 septembre, et enfin tous les dispositifs de médiation à la programmation culturelle qui a été élaboré autour de ce projet. En quelques mots, le projet d'exposition école, il a été initié en 2018 avec un premier projet qui avait eu lieu au musée national Eugène Delacroix. L'idée, c'était de donner une carte blanche à des élèves de Master 2 de l'école du Louvre dans les différents parcours qui le composent, en recherche en histoire de l'art, en muséologie, en médiation culturelle, en documentation et humanité numérique et en registre des œuvres, et de recréer en quelque sorte le temps d'1 an un projet grandeur nature, comme dans la vraie vie en quelque sorte, on pourrait dire, même si c'est beaucoup plus court qu'un vrai projet d'exposition, on en a bien conscience, mais voilà, l'idée c'était d'amener un projet vraiment qui apporte une vraie touche de professionnalisation, même s'il y a déjà de la professionnalisation dans le master, mais d'être sur le terrain, au contact
des collections, des musées et des professionnels, hein, pour véritablement découvrir toutes les compétences métiers, hein, que l'on retrouve au musée lors de la conception d'une exposition. Premier projet donc, au musée Eugène Delacroix, on avait étudié la figure de l'artiste, donc Eugène Delacroix, l'homme derrière l'artiste. Deuxième projet qui n'a pas vu le jour en 2019-2020, qui avait été initié avec le CMN au château de Fougères-sur-Bièvre, qui avait été un lieu de dépôt d'œuvres déplacées de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. On avait fait des belles découvertes. Il avait notamment accueilli la tenture de la Dame à la licorne, mais bon, vu le contexte de 2020, vous doutez bien que ça n'a pas pu avoir lieu. Les élèves ensuite ont pris part au projet au musée de Sèvres, musée national de la céramique, en 2020-2021. Là aussi, projet qui s'est un peu étalé en raison des conditions sanitaires. Un projet un peu différent cette fois-ci, puisqu'il s'agissait surtout de travailler sur le réaménagement des collections permanentes, où ils ont travaillé sur 3 espaces, celui qui était consacré vraiment au début de Sèvres, de la manufacture, la salle des faïences et les 2 salles consacrées à l'art contemporain à Sèvres. Plutôt là, un vrai travail muséographique, réflexion sur le parcours, les œuvres présentées, avec plus de 600 numéros qui avaient été mis en œuvre, donc un projet aussi d'ampleur. Et l'année dernière, enfin, au musée des Beaux-Arts de Chartres, qui nous a accueillis pour une exposition plutôt axée sur la mésologie, une exposition qui s'appelait Muséalia, hein, sur les objets de musée, en fait, hein, qui vraiment a été consacrée à une sorte d'abécédaire pour montrer tout le processus de conservation et de muséalisation qu'opère le musée à travers les objets qui étaient conservés dans les collections. Et enfin, cette année, on a la chance, et je remercie à travers Pauline Fleury, le musée de Saint-Denis qui nous accueille pour ce projet d'exposition école consacré à un fonds d'artistes, le fonds de Lattre, donc sur de la gravure. J'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça avec les élèves. Et donc, on a la chance d'être accueillis depuis le début du mois de septembre pour explorer toutes les étapes de la création d'une exposition, de la recherche documentaire, en allant jusqu'à la liste des œuvres, la scénographie, la muséographie, les dispositifs de médiation et la communication. L'idée étant vraiment de donner toutes les clés, hein, aux élèves pour aborder toutes les composantes qui font la création d'un projet d'exposition. Donc voilà en quelques mots, hein, en quoi consiste ce projet d'exposition école. Et puis je vais laisser la parole à Pauline Fleury qui va vous présenter le musée de Saint-Denis. Donc, le musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis a été fondé à la fin du 19e siècle et il est installé dans un ancien carmel depuis 40 ans. Donc on a des lieux historiques à lesquels les élèves vont devoir s'adapter. Et on a donc des collections liées à ce Carmel, mais surtout liées à la Commune de Paris, puisqu'il y a eu une très grosse exposition en 1935, et vu la couleur politique également de la ville pendant très longtemps, on a l'un des plus gros fonds liés à la Commune de Paris, qui est donc au musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis. Et comme son nom l'indique, le musée de Saint-Denis est également dédié à Paul Éluard, qui est un poète né à Saint-Denis, qui a fait une grosse donation peu avant son décès. Et sa dernière femme a également donné pas mal d'œuvres. Et Picasso également. C'est pour cela qu'actuellement nous avons une exposition dédiée à Éluard, les liens entre Éluard et Picasso et les fonds qui ont pu nous être donnés par la famille d'Éluard et par Pablo Picasso. On est très heureux de pouvoir accueillir ce projet dans notre musée. Pour nous, on le voit comme une carte blanche à des futurs commissaires, mais également aussi pour aborder tous les aspects du montage d'exposition dans toute sa diversité, puisque le musée de Saint-Denis a environ 80% de ses collections qui sont des arts graphiques ou des œuvres sur papier. On dispose donc d'une restauratrice art graphique au sein de notre musée, ce qui est quand même un gros atout, et c'est pour cela qu'on a proposé comme thématique un fond d'estampes assez peu étudié. Il y a eu donc un gros travail de recherche qui a dû être mené, une couverture photographique pas complète, des dons qui sont encore en cours liés à ce fond de Lattre.
Donc voilà, en tout cas, le côté art graphique est très important au musée d'art et d'histoire, et c'est également un médium qui est, on va dire, un peu plus simple à présenter, même s'il souffre de conditions de conservation un peu plus drastiques que la peinture, par exemple. Sinon, on a aussi, donc en interne, puisque donc, on fait bénéficier des lieux, mais on a un budget quand même assez réduit. Donc, on fait bénéficier de nos techniciens en interne, techniciens d'art, qui va pouvoir participer à la scénographie. On n'a donc pas de scénographe en interne, pas de marché de scénographie. On reste centré sur nos collections pour également faire une exposition au budget, on va dire, plus limité. Également, par rapport au temps qui nous était imparti, également, on est contraint par cela. Et donc, on a l'équipe de médiation aussi, qui est avec une responsable du service de médiation, son adjointe, 3 médiatrices au sein du musée, qui donc peuvent épauler les étudiants. Et on a également une apprentie, donc c'est pour la scénographie, qui peut apporter donc tout ce qui est graphisme, peinture, voilà, construction. Et donc je pense que ça s'inscrit également dans tout ce développement durable dont on parle beaucoup actuellement, c'est-à-dire que là on est sur une exposition à coût très limité, donc contraint par nos budgets, mais également c'est quand même une volonté de réutiliser les vitrines. On va construire quelques mobiliers, mais qui seront réutilisés, notamment tout ce qui est médiation. Donc on est vraiment sur de l'économie circulaire, et ça, c'est une volonté du musée assez importante. Et voilà. Alors je vais commencer un peu par vous parler du fonds d'Auguste et Eugène Delattre qu'a mentionné Pauline Fleury. En fait, donc, notre exposition a pour objectif de valoriser ce fonds. Je vais vous commencer par vous parler un petit peu de ces figures qui sont très importantes pour nous. Donc Auguste Delattre, qui a vécu de 1822 à 1907, était un imprimeur et graveur, et il a commencé la gravure en fait dès l'âge de ses 12 ans. Il a travaillé en fait comme apprenti. Il a ensuite acheté une presse à son maître avant d'ouvrir son propre atelier au sein de Montmartre. Auguste Delattre, donc vous pouvez voir une photographie de lui juste là. Auguste Delattre est connu pour son rôle en tant qu'imprimeur officiel de la Société des aquafortistes, qui a existé de 1862 à 1867, et dont le rôle a été en fait de revaloriser la technique de l'eau forte, qui est une technique de l'estampe, qui était un petit peu tombée en désuétude à ce moment-là. Donc cette société, elle a imprimé des artistes très connus comme Delacroix, Corot ou encore Daubigny. Et Auguste a également contribué au renouvellement de l'eau forte à Londres, puisqu'il s'y est exilé au moment de la Commune. Et on dit parfois dans l'historiographie qu'il a inventé la notion d'imprimeur artiste, c'est-à-dire qu'il s'est dégagé en fait du simple rôle de technicien pour devenir vraiment un artiste. Quant à Eugène Delattre, qui a vécu de 1864 à 1938, c'est le fils d'Auguste. Et Eugène, en fait, il est connu pour son intervention dans la technique de l'eau forte en couleur, qu'il a développée avec le peintre John Lewis Brown. Et il a pris ensuite la tête de l'atelier à la mort de son père, et il a été enterré à Saint-Denis. Comme expliqué plus tôt, en fait, le musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis possède vraiment un fonds assez important de ces deux artistes, grâce à en fait 2 figures de donateurs. La première, c'est Jacqueline Delattre, qui était en fait la petite fille d'Auguste, et à l'occasion d'une exposition sur le centenaire de la Commune en 1971, elle a découvert le musée et elle a décidé donc de faire une donation. Et en 71 et en 78, elle a donc donné au musée des fonds d'atelier ainsi que les collections personnelles des artistes.
Encore actuellement, on a une deuxième vague de dons grâce à la figure de Claude Bessin. Et ce don, donc, qui est toujours en cours, a été vraiment pour nous très intéressant, puisque en fait, beaucoup d'objets n'avaient pas été déballés. Et donc, on a vraiment découvert plein d'objets inédits qu'on essaiera de valoriser dans l'exposition. Et en fait, il résulte de ces deux donations vraiment une typologie d'objets très large. Donc là, déjà, vous en avez quelques-unes. Vous avez du matériel, des matrices juste en dessous, des cartes postales, et puis une estampe en couleur d'Eugène Delattre. Mais donc voilà, en termes de typologie, on a évidemment des estampes et des dessins, donc à peu près 600 estampes et dessins, qui représentent des scènes de genre, mais surtout des paysages, quelques portraits et des animaux. On avait également beaucoup d'archives, donc des cartes postales, de la correspondance et même des cartons d'invitation, ce qui est assez drôle à découvrir. On avait également des objets assez inédits et assez intéressants que sont les cadres souvenirs. Les cadres souvenirs, donc vous en avez un juste là, donc un qui est dédié ici à Maxime Maufra. Et en fait, ce sont des dispositifs qui regroupent des estampes, des correspondances, des photographies, et qui étaient installés au sein même de l'atelier. Et en fait, il faut s'imaginer que les murs de l'atelier étaient remplis de ce type de cadres qui étaient installés au touche-touche, et donc qui accueillaient le visiteur comme ça. Et donc, on va également chercher à les valoriser au sein de notre exposition. Et dans une moindre mesure, on avait également des livres et du matériel de graveur et d'encadrement au sein du fonds. Donc, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais là, on a rapidement en fait, la liste des expositions dans lesquelles ont figuré des œuvres des Delattre. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas tellement. Malgré la biographie que je vous ai faite, en fait, finalement, ils ont été assez peu valorisés en termes d'exposition. Donc, on voit qu'il y a une première exposition en 1979 à Draguignan sur Eugène Delattre. Et puis, il y a une accélération dans les années 2000 et surtout 2010 avec là plusieurs expositions. La dernière étant, en dehors de la nôtre évidemment, celle du musée de Montmartre sur Eugène Delattre, encore une fois, et qui a eu lieu en 2023. Donc, ce qu'on peut voir en fait en voyant cette liste, c'est que les expositions sur ce sujet, en fait, elles ont surtout eu pour intérêt de se focaliser sur la personne d'Eugène Delattre et sur le lien de ces artistes avec Montmartre. Néanmoins, il y a un processus actuel de reconnaissance de ces artistes au sein des institutions, bien que la recherche ait déjà beaucoup traité la question. Et encore actuellement, on a des recherches, notamment de thèses, et on est en contact avec ces différents chercheurs afin de aussi nourrir le propos de notre exposition. Donc, une fois que tout ça est dit, il a été question ensuite vraiment d'analyser le fond et de lui donner vie dans 2 salles du chapitre situées au rez-de-chaussée du musée. Et pour ça, je vais laisser la parole à Valentine. Donc, en dépouillant les archives dont a parlé Louise et également en faisant d'autres recherches, un thème a semblé vraiment émerger, celui donc de l'atelier. Donc on a trouvé des photographies de l'atelier, comme ici vous pouvez voir Eugène dans son atelier à la presse, avec tous les cadres souvenirs au mur et également des estampes. D'autres photographies vraiment qui mettent en scène toute la famille. Également un plan de l'atelier qui nous a été très utile pour vraiment prendre conscience du lieu. Aussi un extrait de film qui a été tourné dans l'atelier qui montre Eugène en train d'imprimer une estampe. On a aussi des descriptions littéraires, notamment par les frères Goncourt dans leur journal, où il y a un petit extrait sur l'atelier des Delattre. Aussi des outils dont a déjà parlé Louise. Donc c'est véritablement le thème de l'atelier comme à la fois le lieu physique de l'activité artistique, de la création, de l'activité à la fois artisanale et artistique de la gravure puis de l'impression des estampes. Aussi l'atelier comme lieu d'échange, lieu où se rencontrent des artistes, lieu de sociabilité. On sait aussi que les Delattre donnaient des cours d'estampes et de gravure et d'impression. Donc vraiment un lieu où on vient échanger, discuter, apprendre aussi. Et un lieu qui semble aussi avoir marqué leurs contemporains.
On sait qu'il y avait aussi le projet d'en faire un musée à la mort de Gênes dans les années 30. Et ce thème de l'atelier permet aussi d'évoquer leur travail collaboratif, les méthodes innovantes qu'ils ont mis en place et leur création originale aussi en tant que graveur. On a aussi constaté que c'était un thème qui avait été assez peu abordé par les expositions précédentes dont a parlé Louise, qui avaient plutôt des orientations géographiques, comme l'exposition au Mans, qui présentait des estampes de la Sarthe, ou des orientations plus thématiques, comme par exemple le thème de l'enfance à Auvers-sur-Oise. C'est aussi une notion qui permettait de mettre en valeur des réseaux sociabilité, donc qui semble vraiment un concept important pour analyser l'histoire de l'art en général et aussi évidemment l'histoire de l'art du 19e et du 20e siècle. Ça permettait aussi d'élargir à la famille Delattre plus globalement en intégrant Pauline Delattre-Rémongin et Jacqueline Delattre qui sont les filles de Gênes et Camille Quenneville qui est le petit-fils d'Auguste. Donc ici, vous pouvez voir donc Camille Quenneville dans son atelier à droite et une estampe de Gênes qui représente probablement Pauline, bon, on n'en est pas sûr, mais voilà, donc peut-être Pauline Delattre-Rémongin. Et Jacqueline Delattre, on a assez peu de traces d'elle, mais elle travaillait également dans l'atelier avec son père, donc elle sera malheureusement assez peu présente dans l'exposition, mais elle est quand même mentionnée. Et aussi, ça permettait aussi de mettre en valeur des figures d'artistes femmes qui étaient dans l'entourage d'artistes hommes plus connus qu'elles. Voilà. Donc on a choisi d'intituler notre exposition « Un siècle d'impression dans l'atelier des Delattre à Montmartre », car véritablement l'atelier est un lieu où se rencontrent des artistes, des grands noms de l'histoire de l'art, par exemple Delacroix, Millet, Manet, les impressionnistes, par exemple Marie Cassatt, des artistes un peu plus tardifs comme Félicien Rops, Maximilien Luce, même les futurs cubistes aussi sont venus dans l'atelier des Delattre sur véritablement un siècle, donc du premier atelier des Delattre d'Auguste rue Rochechouart dans les années 1840, ensuite rue Saint-Jacques dans les années 1860, avec l'installation à Montmartre dans les années 1870, et l'atelier de Montmartre qui nous intéresse plus pour cette exposition, enfin véritablement, et jusqu'à la mort de Gênes en 1938. Ensuite, il y a aussi une continuation avec donc Pauline Delattre-Rémongin qui, elle, s'installe rue d'En-Raymond, donc toujours dans le 18e arrondissement de Paris, et Camille Quenneville qui reste à Montmartre, qui déménage à quelques rues d'où étaient ses aïeux, à la cité des Fusains. Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Mathilde pour vous présenter plutôt le parcours et le synopsis de l'exposition. Alors, à partir de cette notion de l'atelier, du coup, de cette figure, de ce lieu qui nous a semblé être un lieu vraiment atypique, de foisonnement, un lieu presque hors du temps. Il y a beaucoup de traces littéraires qui décrivent l'atelier comme un musée du 19e et du 20e siècle. Aussi beaucoup de descriptions de la personnalité des Delattre qui ont vraiment habité ces lieux, qui ont habité le quartier de Montmartre. Donc ce lieu de transmission, ce lieu d'un savoir-faire ancestral, mais qui néanmoins va bouger, qui va innover, la collaboration avec d'autres artistes. À partir de cette notion-là, on a décidé donc de sortir un peu d'un parcours d'exposition chronologique ou biographique plus traditionnel et plutôt de sectionner à partir de notions qui montrent autant de facettes de l'atelier et autant d'univers rattachés à cet atelier de Montmartre, l'atelier des Delattre, avec bien sûr le défi de prendre place dans l'espace de la salle du chapitre du couvent, donc un espace comme vous le voyez, avec ces poutres, ces pierres apparentes, un espace en 2 pièces de 150 mètres carrés. Aussi le défi inhérent à l'estampe, puisque c'est la matérialité de l'estampe, c'est fragile, il y a 50 lux de luminosité maximum, enfin, toutes ces choses sont rentrées en compte dans notre élaboration du parcours de l'exposition et dans la façon dont on a sectionné les le parcours, avec au final 120 œuvres dans la liste d'œuvres. Ça a été difficile pour nous également de restreindre ce chiffre, mais on y arrivait, et avec bien sûr aussi la volonté non pas simplement de rester sur un accrochage
simplement d'estampes, mais d'essayer de varier la typologie des objets pour vraiment évoquer toutes les dimensions de l'atelier. Bien sûr, les créations, l'estampe, c'est la finalité du parcours de cet atelier, mais il y a plein d'autres choses que nous montrerons, des objets inédits qu'on a découverts, qu'on a déballés, qui n'ont jamais été exposés. Et donc, le parcours se sectionne en 5 thématiques. La première thématique, c'est vraiment une immersion dans l'atelier d'Auguste et Eugène Delattre. Ça correspond au premier espace de l'exposition, la première salle. Et donc là, on veut vraiment que le visiteur, que vous découvriez qui sont les Delattre. Donc, il y aura des photographies, il y aura des témoignages, des citations qui montreront leur personnalité chaleureuse, comme vous voyez ici. Émile Langlade, qui était un contemporain des Delattre, qui nous dit que tout le monde l'appelait le petit père Delattre, en parlant d'Auguste. Que tout le monde considérait que c'était un lieu presque, un musée. Donc on va vous montrer à quoi ressemblait l'atelier, donc avec le projet de monter sur un mur, sur 2 murs, tous ces cadres, il y a une quarantaine de cadres au musée, donc à touche-touche, l'aménagement typique au 19e siècle des ateliers, des musées également. Vous verrez aussi les outils de l'atelier, les outils de la gravure, donc des pigments qui ont été déballés et qui étaient encore, qui, je pense, ont été emballés pour la dernière fois par Eugène Delattre, sûrement. Et puis aussi un élément central qui pose des problèmes aussi de déplacement et de régie, c'est la presse issue du don de Claude Bessin, une petite presse élaborée par les Delattre. Et donc vous verrez un petit peu tous les objets de l'atelier dans cette première partie. Et puis aussi, bien sûr, nous vous expliquerons et vous découvrirez la technique de l'estampe et de l'eau forte, puisque même pour nous, en tant qu'étudiants, c'était pas évident de comprendre toute la technicité de ce qu'est déjà une estampe, mais en plus la spécificité de l'eau forte. Et donc nous allons rencontrer une graveuse qui fait de l'eau forte. Il y aura une vidéo qui présentera toutes les étapes de l'élaboration d'une estampe à l'eau forte. Vous aurez des matrices, tous les différents objets qui permettent d'aborder ce qu'est l'estampe. Donc après avoir découvert l'atelier des Delattre, toute la famille qui y travaillait, nous focaliserons une première partie sur l'imprimerie et en montrant bien que c'est une imprimerie artistique et que les Delattre ne sont pas simplement des techniciens, mais qu'ils interprétaient les œuvres qu'on leur confiait, qu'il y avait vraiment un travail de collaboration avec les artistes qui sont venus et qu'il y a des artistes de tous les horizons. Vous avez ici une estampe de Charles-François de Bigny, donc plutôt rattaché à l'école de Barbizon, mais vous verrez qu'il y a des estampes de plusieurs périodes différentes, dans des styles différents. Et puis aussi, comment dans ce rôle d'imprimeur, ils ont aussi innové pour donner des réponses techniques aux artistes qui souhaitaient faire de l'eau forte en couleur, et comment Eugène a réussi à trouver la réponse technique à cela. Vous voyez ici une estampe d'Eugène en couleur, le cabestan à Étretat. Donc on essaiera aussi de mettre en parallèle ces estampes avec des lettres qui montrent le processus de collaboration, avec des commentaires. Est-ce que vous pouvez reprendre tel état, telle couleur? Attention, ce nœud, il faudra qu'il soit un peu plus rouge ou vert, enfin je ne sais quoi. Vous verrez donc les différentes facettes. Et puis une autre section qui prendra place sur un immense mur que nous appelons le panorama et qui mettra en valeur les œuvres gravées par les Delattre. Donc l'atelier, l'imprimerie, et puis ensuite l'atelier comme lieu de création artistique. Et donc vous verrez des œuvres gravées par les Delattre et comment elles rentrent en résonance aussi avec les œuvres qu'ils ont imprimées, avec les artistes qu'ils ont côtoyés. Donc on essaiera de faire résonner des œuvres, par exemple la danse à Bougival de Pierre Renoir, qui montre ses loisirs au 19e siècle, la vie bourgeoise qui se développe. Et les Delattre ont eux-mêmes retranscrit cette période-là dans leurs œuvres. Ils ont aussi eu un intérêt prononcé pour la ruralité, la paysannerie. Ils ont côtoyé Auguste a peint aux côtés des artistes de Barbizon, et donc nous mettrons aussi en parallèle un tableau conservé au musée Paul Éluard de Camille Corot, pardon. Vous avez aussi également une estampe de Camille Pissarro qui sera présente. On va essayer de faire une sorte d'évocation peut-être un petit peu plus poétique de la création des Delattre, de leurs influences, de leur sensibilité artistique.
On les appelait aussi des imprimeurs, des graveurs impressionnistes, parce qu'ils ont toujours eu un intérêt à la représentation de la couleur, de la lumière et la recherche à travers l'estampe, comment représenter des effets d'atmosphère, etc. Donc, vous voyez notamment sur cette estampe d'Eugène Delattre intitulée Étretat de nuit. Voilà. Une quatrième section qui montrera comment l'atelier était aussi un lieu ancré dans son territoire de Montmartre, comment les Delattre étaient très attachés à ce quartier qui peu à peu s'urbanise dans les années 1860, à partir du moment où il est rattaché à la ville de Paris. Il y a de grandes mutations dont ils sont témoins et qui d'ailleurs les touchent profondément, à tel point que vous voyez cette estampe d'Eugène Delattre en noir et blanc qui s'intitule Les Vandales et en fait qui désigne ces deux personnages qui sont en train de couper des arbres et qui sont donc dénommés par Eugène vandales. Donc vous voyez à quel point ils sont sensibles à ces transformations du quartier de Montmartre. Et puis aussi, ils sont sensibles finalement à tout le territoire de la France puisqu'ils ont énormément voyagé et à chaque fois en croquant les différents paysages qu'ils ont découverts. Et donc on essaiera de montrer aussi comment le territoire avait pour eux un sens particulier au sein de cet atelier. Et puis, dernière section qui montre l'héritage des Delattre, comment l'atelier, bien qu'il ferme ses portes à la mort d'Eugène en 1938, perdure grâce aux œuvres des descendants. Donc, comme disait Valentine, Camille Caneville, on a la chance d'avoir pu rencontrer le descendant de Camille Caneville qui accepte de prêter une œuvre pour l'exposition que vous voyez ici, qui s'intitule « Solitude des cimes ». Et puis nous exposerons également une estampe de Pauline Delattre, donc la fille d'Eugène, qui a perpétué aussi également le travail de son père et de ses aïeux. Et puis ça montrera aussi comment ils ont été aussi influencés par leurs parents et leurs grands-parents. Camille Caneville, vous voyez ici un petit peu l'influence du japonisme dans son œuvre. Or, Auguste Delattre est un des premiers artistes à vraiment s'intéresser au Japon. Il avait créé un petit jardin japonisant dans son atelier. Il avait des mangas dans son atelier qu'il a montré, par exemple, à des artistes comme les Braquemont. Et donc, il a participé, il avait des estampes japonaises dans son atelier. Et vous voyez que ça a aussi influencé donc, son neveu, non, son petit-fils, pardon, Camille Caneville. La biographie est un petit peu compliquée dans cette famille. Voilà, donc pour nous, le défi, c'était effectivement donc, de bien établir cette liste d'œuvres, de mixer les typologies d'objets pour vraiment montrer les différentes strates et les différents univers de l'atelier. Ça nous a donné pas mal de fil à retordre aussi sur comment vraiment montrer toutes ces facettes en sectionnant donc le parcours. Mais un des aspects qui étaient aussi cruciaux pour nous, c'était le public et surtout l'aspect pédagogique, comment vraiment transmettre tout cela. Et donc je laisse pour cela la parole à Thomas qui vous parlera donc de la médiation au sein de l'exposition. Merci. Ouais, donc du coup, comme Mathilde l'a dit, un des gros enjeux de cette exposition, c'était l'aspect pédagogique parce que on est sur une typologie d'œuvres qui est assez peu familière justement du grand public, avec des techniques qui sont très intéressantes, mais assez compliquées à expliquer de manière simple et avec des outils comme le texte et même des images. Donc ça a été en fait un enjeu qu'on a voulu prendre en main avec des dispositifs de médiation qu'on a vraiment voulu s'approprier pour produire en fait nous-mêmes des dispositifs qu'on aurait aimé avoir dans une exposition de ce genre-là et qui nous semblaient justement très pertinents en faisant intervenir différents canaux sensoriels, différents outils, différentes manières de présenter les œuvres, de présenter les notions, de présenter les concepts. Donc c'est un peu ça qu'on va passer en revue ici. Donc on a entre autres, je vais y aller. Alors, un des dispositifs de médiation dans les salles in situ, c'est les cartels coup de cœur. Donc, c'est un type de cartel, pour ceux qui ne sont pas familiers, le principe, c'est de proposer une lecture plutôt subjective d'une œuvre suivant le regard d'un des élèves commissaires, plutôt qu'une lecture purement objective, basée plutôt histoire de l'art. L'idée, c'est vraiment de proposer une plus-value sensorielle, subjective, pour vraiment essayer de donner un regard différent au public sur ces œuvres-là, pour que vraiment en fait, ça suscite différentes émotions, différentes manières d'interpréter l'objet, qu'on ne peut pas avoir justement avec un cartel papier, et qui justement est très complémentaire et très intéressante. Donc là, vous en avez deux, par exemple, pour lire vite fait. Donc voilà, on est sur un aspect très relié sur l'imaginaire, relié sur la façon dont on ressent les choses, relié sur ce que ça nous évoque, nous, en tant que personne. Donc, on a un peu ce côté plus primaire et plus intéressant de l'œuvre d'art qu'on voulait justement intégrer dans cette exposition et pas simplement rester dans un discours purement didactique et purement factuel. Donc, c'est un des gros aspects.
Ensuite, le livret enfant. Donc, alors, le livret enfant, c'est une typologie qu'on connaît bien en médiation, qu'on a un petit peu vu dans différentes expositions. Mais c'est une typologie qu'on a vraiment voulu se réapproprier en fait sur ce coup-là, parce que c'est un livret qui est entièrement artisanal, qu'on a dessiné, qu'on a conçu, qu'on a créé en fait nous-mêmes. Donc ça a été un sacré boulot et qui rend en fait très très bien d'un point de vue visuel et qui sera d'une très grande qualité lorsque vous pourrez en profiter en entier dans l'exposition. Et l'idée en fait c'est que voilà, on a vraiment cet aspect un petit peu ludique avec des mini-jeux, avec des petites activités qui s'adresse au final à tout type de public. Là, on a mis livret enfant parce que c'est le public principal justement de l'exposition et c'est vraiment conçu pour eux. Mais évidemment, tous les adultes peuvent en profiter et c'est un petit peu conçu pour. Et voilà, on a aussi un côté visuel et un aspect visuel qui est très intéressant et qui justement en fait rappelle ce côté un petit peu estampe, ce côté artisanal et ce côté atelier qu'on voulait justement intégrer dans l'exposition. Et c'est ça en fait qui va donner une vraie personnalité à ce livret, plutôt que d'avoir un design plutôt graphisme assez moderne, assez numérique, qui au final n'a pas beaucoup de personnalité. Donc c'est un sacré boulot et c'est beaucoup d'efforts, mais au final on est assez content du résultat et on pense que ce sera un outil d'assez grande qualité. Ensuite, alors le grand dispositif justement en termes de scénographie, en termes d'implémentation dans la salle, c'est un dispositif de médiation tactile, donc tactile plutôt sur toucher, pas tactile numérique. L'idée ici, c'était justement de mettre en pratique beaucoup de notions dont on nous a parlé en cours de médiation durant notre parcours et qu'on a pu voir en fait nous-mêmes durant nos visites d'expo. C'est la notion d'accessibilité et la notion de pédagogie par d'autres canaux sensoriels, donc là en l'occurrence le toucher. Et on s'est dit que c'est très intéressant justement de créer nous-mêmes justement un dispositif tactile qui puisse vraiment répondre à ces enjeux d'accessibilité. Donc voilà l'objectif. Donc on a été financé justement par la Matmut, par un mécénat pour la création de ce dispositif. On travaille avec la Ville d'Impression, qui est un prestataire qui est spécialisé dans ce type de production. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de proposer une plus-value pédagogique au sein de l'exposition sur un thème qui est compliqué à expliquer simplement au niveau des textes. C'est la notion en fait, d'état et d'épreuve, qui au final sont des variantes d'impression d'une estampe suivant qu'on change la matrice ou suivant qu'on change d'ancrage. Donc l'idée, c'était vraiment essayer de proposer en fait, un moyen d'appréhender une notion un peu avancée du domaine de l'estampe, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des textes de salle pour le grand public, mais qui au final fait intervenir des canaux différents, qui donne un petit côté manuel, un petit côté tactile, un petit côté ludique, qui va justement provoquer une vraie plus-value d'un point de vue pédagogique sur cette notion-là. Encore une fois, ça a été un travail d'assez longue haleine, puisqu'il a fallu concevoir le dispositif, faire différentes maquettes. Il a fallu justement essayer de créer un rapport avec le prestataire, savoir comment s'adresser à lui, comprendre un petit peu ses attentes en termes de données, en termes d'intention de projet qu'on avait derrière. Donc ce qui est intéressant justement sur ce prototype-là et sur tous les dispositifs de médiation dont on va parler, c'est que ça nous a vraiment permis de développer beaucoup de compétences qu'on n'a pas du tout en tant qu'étudiants. C'est des compétences en termes de gestion de projet, c'est des compétences en termes de s'adresser à un prestataire, s'organiser pour vraiment donner un cahier des charges qui soit le plus complet, le plus précis possible, le plus professionnel possible. Donc en fait, c'est vraiment à partir de ces éléments-là qu'on a vraiment pu s'approprier en fait cette casquette en fait de professionnel de musée et sortir un petit peu simplement du cadre étudiant. Donc c'est en partie pour ça que ce projet est très intéressant. Donc là, vous voyez différentes maquettes du dispositif qui ne représentent absolument pas l'état final. Vous verrez ça dans l'exposition et c'est une bonne raison de venir justement. Donc voilà, on l'a conçu justement comme c'est marqué pour vraiment l'inclure dans le parcours permanent de l'exposition après la temporalité de l'exposition, parce que voilà, on a ces notions d'éco-responsabilité à cœur et on se dit qu'au final, autant laisser un dispositif qui soit pérenne et qui puisse être réutilisé après par le musée dans différents cadres. Alors là, c'est la petite invention numérique. On a développé un jeu vidéo, ça semble bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai. En fait, donc c'est un serious game d'une quinzaine, vingtaine de minutes, qui en fait, donc c'est un petit jeu en 2D accessible sur navigateur. Et en fait, l'idée, c'est que le joueur incarne un apprenti graveur qui va apprendre la gravure chez les Delattre. Et en fait, le jeu se déroule en 3 temps. Donc l'idée, c'est qu'il y a une phase d'exploration de l'atelier, l'image en bas à gauche, où on se balade avec les touches du clavier. Les anciens se rappelleront de Pokémon ou ce genre de style, c'était un peu la même idée. On peut parler aux Delattre, on peut avoir des informations de biographie sur eux, on peut regarder les différents objets. Il y a un petit manuel justement à gauche qui parle justement des techniques de l'estampe. Voilà, donc c'est une manière un peu ludique de s'approprier ce concept-là. Et après, il y a des phases de jeu qui sont plus intéressantes quand même. La phase en haut à droite, c'est une phase en fait où le joueur va apprendre la technique de l'eau forte lui-même, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire une estampe
en eau forte. Pour cela, il va passer suivant les différentes étapes, donc vernissage, passage dans l'acide, ensuite ancrage de la plaque, après passage à la presse. Et il va vraiment le faire lui-même avec des mécaniques de jeu qui sont simples mais accessibles. En fait, c'est juste simplement passer la souris, mais ça donne justement un côté ludique, un côté manuel. C'est populaire auprès du jeune public parce que voilà, c'est un côté un peu ludique, un peu fun qu'on voulait garder. Donc il y a cet aspect-là. Et enfin, il y a un autre aspect où il y a quelques œuvres qui sont affichées, de l'exposition qui sont affichées un petit peu en version pixelisée avec quelques informations dessus. L'idée, c'est un peu d'avoir un côté un peu complémentaire et de donner des infos qui ne soient pas forcément très factuelles, mais plus du point de vue en fait, des Delattre. Donc en fait, le but de ce dispositif-là, c'est vraiment d'être conçu comme un avant et un après de l'exposition. C'est pour justement préparer soit en amont les notions préparatoires de l'expo en termes de technique, en termes d'appréhension du format, et aussi après pour justement garder un côté ludique après une visite de l'expo pour faire voilà, pour avoir un côté un petit peu fun. Vas-y. Et un autre dispositif donc, qui est l'œuvre du public. Là, en fait, donc ça s'inscrit en fait, dans toute la stratégie de communication qu'on a eue depuis maintenant le mois de décembre, quand on a ouvert le compte Instagram de l'exposition, qui est en fait, à partir du mois de juillet, de proposer en fait, au public de s'investir dans la scénographie, et de se faire un petit peu même médiateur, dans la mesure où on va leur demander en fait, l'œuvre qui la semble la plus intéressante, suivant une sélection qu'on aura fait au préalable. Et cette œuvre-là sera affichée en gros sur la simèse qui sera visible depuis l'entrée de l'exposition. Et en fait, l'idée, c'est voilà, vraiment de faire participer, d'ajouter la notion de participation au public dans cette expo et de créer en fait, vraiment un rapport différent pour pas simplement qu'il y ait une appropriation passive, mais qu'il y ait vraiment déjà un rapport émotionnel qui soit présent, au moins au travers d'une seule œuvre qui soit affichée en grand. Donc voilà, c'est grâce au vote justement de cette œuvre-là. Et enfin, un petit mot pour finir au niveau de la programmation culturelle, qu'on élabore justement en partenariat avec le musée, en partenariat avec les différents acteurs de la ville. L'idée en fait c'est qu'on a bien sûr la typologie classique de visite guidée par les élèves commissaires, visite guidée par des médiatrices dont on va leur fournir des scénarios de visite suivant les différents publics qui sont visés, des ateliers également, mais on a également prévu 3 points particuliers en termes de programmation culturelle sur 3 temporalités différentes. Les journées européennes du patrimoine d'abord, puisque l'exposition ouvre le 15, on est littéralement la veille des journées européennes du patrimoine, donc c'est vraiment un événement dont on cherche justement à faire partie et à faire participer le public. Donc on aura des visites flash d'une 30aine de minutes avec les élèves commissaires, des ateliers d'initiation à la gravure et une soirée DJ set à la fin sur le thème de l'expo pour justement donner un côté festif et un côté un peu intéressant. Et voilà. Halloween également avec des visites un peu thématiques, un petit peu différentes, avec des scénarios un peu plus centrés sur le son naturel, sur voilà, rester un petit peu dans cette temporalité-là, en s'adressant à la fois aux familles, au jeune public pour donner un côté un peu plus personnalisé à tout ça. Et enfin, le finissage de l'exposition qu'on est encore en train d'élaborer, où on aura justement par exemple un concert prévu par les élèves du Conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis pour faire justement intervenir des acteurs locaux dans la programmation culturelle et créer justement en fait, des passerelles entre nous, élèves commissaires, le musée et d'autres acteurs pour rester en fait dans cette notion de sortir un petit peu de ce cadre étudiant et vraiment d'être... de rentrer dans une forme d'inclusivité de différents types d'acteurs et de publics dans ce projet qui est extrêmement intéressant. Voilà. Et je vais passer la parole à monsieur Rappel. Merci pour cette présentation. Donc pour conclure, en quelques mots, vous voyez un peu toutes les étapes qui sont explorées pour ce projet d'exposition école. Il faut noter, et je les remercie encore, tout l'investissement aussi du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis et des équipes de l'école du Louvre qui encadrent voilà, tout ce projet-là avec les élèves. Je salue aussi, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là vous avez 4 représentants du groupe, mais ils sont au total 10 et vous en avez d'autres éminents représentantes dans la salle. Si voilà, vous voulez continuer les discussions aussi, vous pouvez le faire. Et voilà, tout ça pour vous dire, l'exposition est à découvrir à partir du 15 septembre jusqu'au 11 décembre au musée. Et puis, on veut laisser peut-être la parole pour quelques questions, réflexions. Et peut-être, dernière chose aussi à dire, c'est qu'au-delà de ça, ce projet-là, il est fait en plus de leur cursus, quoi, hein. Donc, ils ont tout leur séminaire et c'est vraiment du bénévolat en plus, donc avec un investissement aussi fort des élèves dans ce projet-là. Et j'ai l'impression que le résultat est à la hauteur. Donc, merci. Et puis, on laisse la place à quelques questions. On a 5 minutes. Parfait, merci.
tout d'abord, vraiment bravo, parce que ça donne vraiment envie de voir votre exposition, parce qu'il y a à la fois des choses finalement qui sont assez classiques, disons, dans le parcours, mais il y a aussi, vous avez ajouté des choses nouvelles, et c'est dans le détail que le diable se trouve, mais aussi sans doute le contraire du diable, parce que votre dispositif, disons, de médiation est très pensé, je trouve, très bien élaboré. Donc, je n'ai que des compliments à vous faire. J'ai juste une petite question, peut-être comme vous voulez toucher un public le plus large possible. J'ai toujours un petit problème avec les parenthèses. En fait, un siècle d'impression, c'est magnifique comme titre. Est-ce que vraiment s'impose la parenthèse avec le S? Est-ce que vous en avez discuté ou non? Je trouve ça un tout petit peu mignard, si je puis me permettre, alors qu'en fait, c'est vraiment, vous jouez sur l'impression soleil levant, si je puis dire, et puis c'est vraiment un siècle aussi d'impression, pas que, vous savez qu'il y avait tout un débat et des discussions entre les artistes sur impression ou non, justement, et puis l'impression, évidemment, de la gravure, mais bon, soit au pluriel, soit au singulier, mais plutôt au pluriel, d'ailleurs, en fait, ça suffirait. Voilà, c'est juste une question. Je voudrais juste savoir, par pure curiosité, s'il y a eu un petit débat entre vous ou non, parce que moi, j'ai tendance à supprimer toutes les parenthèses quand je vois ça, parce que je trouve que c'est une chose qui nous renvoie, c'est un peu internaliste, disons. C'est le seul côté, peut-être, où on se dit, on est entre nous, alors on fait un peu de fioriture intellectuelle. Et en fait, on n'a pas besoin de ça, parce que voilà, il faut qu'on arrive, et vous y arrivez très très bien. Je trouve ça passionnant, et je pense que les gens vont enfin comprendre ce qu'est la gravure aussi, parce que votre dispositif de médiation est tel que on ne peut pas ne pas comprendre, disons, et ça va être formidable. Voilà, je me permets cette question. Alors, en fait, pourquoi la parenthèse, c'était aussi, mais peut-être qu'effectivement, c'est pas très intelligible par tout le monde, c'était justement de montrer qu'il y a l'épreuve unique, une impression, qui peut aussi avoir plusieurs états. C'était le côté aussi l'unique, le multiple. Et c'est la raison pour laquelle on a mis entre parenthèses, parce qu'il y a un siècle d'une impression, d'un état, d'une estampe, mais qui peut avoir été imprimée aussi plusieurs fois. Enfin, c'était aussi la notion d'œuvre unique, d'œuvre multiple, à travers la reproductibilité qui rentre en jeu dans l'estampe. Et c'est pour ça qu'on a mis cette parenthèse pour évoquer cette notion d'unicité et de multiplicité qui rentre en jeu quand on parle d'estampe. Mais après, je comprends également que ça peut être un peu... Mais on en a discuté, et c'est pour ça il y a eu du débat, mais en fait, pour nous, c'était vraiment ces notions-là qui nous... Et on était tous d'accord. On était tous d'accord à la fin. Oui. Ouais. Mais c'est intéressant. Dans le musée, il n'y en a pas, mais il va y en avoir, je pense, parce que dans le don qui est encore en cours de Claude Bessin, il y a dans le répertoire de ses œuvres des estampes originaires du Japon. Mais après, il y a des estampes japonisantes, il y a des croquis qui montrent l'inspiration des estampes japonaises dans les œuvres des artistes de Montmartre. Mais dans son atelier, il avait des estampes japonaises. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu. Je sais pas si vous avez... Oui, effectivement, on n'a pas d'estampes japonaises dans notre fonds. Par contre, il y a des artistes japonais qui ont fait des estampes chez les Delattre, mais d'un style européen, on va dire. Merci à toutes et à tous, et puis bon festival.